Donc, j'ai le plaisir, l'honneur, le privilège d'accueillir François Gemène, qui va nous présenter une conférence sur les grands constats du monde actuel, les limites planétaires, l'Anthropocène. Alors, voilà, on a hâte d'avoir cette conférence. François Gemène est spécialiste des questions de géopolitique, de l'environnement et des migrations. Il est professeur à HEC Paris, où il dirige le master Soutenabilité et Innovation sociale. Il est également directeur de l'Observatoire Hugo à l'Université de Liège. Il a été auteur principal pour le 6e rapport du GIEC et il enseigne les politiques du climat et les migrations internationales dans plusieurs universités, notamment à Sciences Po Paris et à la Sorbonne. Alors, je vous invite à prendre des notes parce qu'il y aura un moment où on vous interrogera sur ce qui vous touche, ce qui vous aura touché dans la conférence de François Gemène, ce qui vous aura touché ou interpellé, et vous pourrez faire part et vous pourrez également faire remonter des questions à François Gemène pendant ce petit intermède, et ensuite il aura un temps de réponse à vos questions. François, c'est à vous. Bonjour, bravo pour votre tirage au sort. Et toutes mes excuses, je n'avais pas réalisé que mon intervention allait retarder le discours d'ouverture. Ce que je voulais faire avec vous simplement en introduction à la fois de cette journée et de cette assemblée, c'est préciser quelques éléments qui nous permettent un peu de savoir où on en est aujourd'hui dans l'état du changement climatique et en d'autres termes, quel est le problème que nous devons résoudre. Je crois beaucoup que la solution à un problème dépend beaucoup de la représentation que l'on se fait de ce problème, et donc il me paraît très important, en ouverture de ces travaux, d'essayer de partager avec vous quelques constats, de manière à ce que nous puissions, avant de discuter des solutions, avant d'envisager des mesures qu'il est possible de prendre, de manière à ce que nous puissions au moins avoir cette vision partagée du constat et savoir, au fond, où nous en sommes. Je vais commencer par 3 aspects de physique du climat qui me semblent très importants à bien appréhender de manière à ce que nous puissions être correctement guidés par la suite quant aux mesures qu'il y a à prendre. Et comme vous le verrez, ce sont parfois 3 aspects qui restent mal compris, mal interprétés et qui, de ce fait, risquent de mal guider nos actions pour lutter contre le changement climatique. Et puis, dans un deuxième temps, j'aborderai quelques-uns des aspects humains, sociaux du changement climatique. Très clairement, nous parlons de transition écologique et sociale parce que le problème n'est pas uniquement un problème d'environnement, ce ne sont pas uniquement les écosystèmes qui sont touchés, mais c'est plus globalement la manière dont la vie est organisée sur Terre. C'est la manière dont nos sociétés sont organisées, et donc en réalité tous les grands enjeux que nous aurons à traiter au XXIe siècle, qu'il s'agisse de migration, qu'il s'agisse de développement, de paix, de sécurité, de stabilité, de justice, de commerce, d'agriculture, de santé, tous ces grands sujets vont être profondément transformés, transfigurés même par le changement climatique et plus globalement le dépassement d'autres limites planétaires, ce qui nous fait entrer, aux yeux de nombreux géologues, dans une époque géologique nouvelle, littéralement l'Anthropocène, qui succède pour beaucoup à l'Holocène, dans laquelle nous étions au cours des 12 000 dernières années. Et donc, le défi qui se trouve devant nous, c'est tout simplement d'apprendre à gouverner l'Anthropocène. C'est de nous doter de nouvelles cartes, pas seulement de cartes de navigation géographique, mais également de cartes économiques, politiques et sociales, pour nous aider à gouverner cette époque nouvelle qui est aussi pour nous une terra incognita, incognita parce que nous l'avons transformée, parce que nous l'avons façonnée.
Et puis dans un troisième temps, nous aurons évidemment l'occasion de discuter. J'écouterai avec intérêt, curiosité et étonnement vos réactions et je m'efforcerai de répondre à certaines des questions que vous pourriez avoir. Je voudrais d'abord que vous consacriez quelques instants à regarder cette publicité parue dans le grand magazine américain Life en 1962. C'est une publicité pour une des grandes compagnies pétrolières de l'époque, Humble, qui, comme vous le voyez, porte assez mal son nom puisque la compagnie se vante chaque jour de pouvoir faire fondre suffisamment, de pouvoir produire suffisamment d'énergie que pour faire fondre 7 millions de tonnes de glaciers. Voilà. Une des rares publicités non mensongères de l'histoire de la publicité, qui traduit bien, à l'évidence, à quel point, pendant très longtemps, nous avons été complètement aveugles quant aux conséquences environnementales, climatiques, biologiques de nos activités. Pendant très longtemps, nous avons vécu comme si, littéralement, notre présence sur Terre ne pouvait pas transformer véritablement la Terre. Nous avons vécu, littéralement, comme si la Terre et le monde étaient deux entités disjointes l'une de l'autre, comme si la Terre était gouvernée par les lois des sciences naturelles, la physique, la biologie, la chimie, alors que le monde, à l'inverse, aurait été le théâtre des interactions humaines et sociales, qui était, lui, gouverné par les lois des sciences humaines et sociales, la psychologie, la sociologie, le droit, l'économie, et comme si, au fond, ces deux entités étaient indépendantes l'une de l'autre. Et c'est cette dichotomie, au fond, qui a fait que pendant très longtemps, et manifestement dans les années 50 et 60, nous n'avons pas du tout pris en compte notre impact sur la Terre. Nous vivions à l'époque dans l'Holocène, et je dirais que l'Holocène était sans doute caractérisé d'un point de vue politique par cette idée que l'histoire de la Terre et l'histoire des hommes et des femmes qui l'habitaient n'étaient pas faites pour se rencontrer véritablement. Et nous arrivons aujourd'hui dans l'Anthropocène, c'est-à-dire ce point de rencontre, ce point de collision entre l'histoire de la Terre et l'histoire du monde, où nous réalisons à quel point nous, dans le monde, sommes vulnérables aux catastrophes, aux dégradations de l'environnement, aux impacts du changement climatique, à quel point nous dépendons de la biodiversité. Qu'on songe que dans la nuit de jeudi au vendredi, un glissement de terrain a fait 2000 morts en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Alors il n'y a évidemment pas de hiérarchie entre les victimes, et évidemment nous devons pleurer les morts à Rafah autant que nous devons pleurer ceux en Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais je suis frappé de ce décalage de l'information. Nous sommes lundi matin, c'est-à-dire plus de 3 jours après la catastrophe, qui a fait 2000 victimes. C'est quand même un nombre de morts tout à fait conséquent. Et il nous faut 3 jours pour que nous l'apprenions et pour que Le Monde, ce matin, y consacre un petit article. Et on voit bien à quel point ces 2000 personnes qui ont été tuées dans leur sommeil par ce glissement de terrain en Papouasie-Nouvelle-Guinée, et on a encore peu d'informations sur ce glissement de terrain. On sait qu'un des effets du changement climatique, ça va être effectivement d'accentuer les glissements de terrain et l'instabilité. Mais je me dis qu'au fond, il y a quelque chose là-dedans qui révèle notre grande vulnérabilité par rapport à la Terre. Et je crois que le défi aujourd'hui de cette époque qu'on appelle l'Anthropocène, c'est précisément d'essayer de voir comment nous allons pouvoir gouverner cette nouvelle Terre et comment nous allons, au fond,
pouvoir réconcilier la Terre et le monde. C'est aussi un défi pour nous tous qui sommes dans la recherche et dans l'enseignement, que nous enseignons ou que nous suivions des cours. Ce défi, c'est aussi de réconcilier les sciences naturelles avec les sciences humaines et sociales. Et nous avons longtemps organisé la production de connaissances et donc l'enseignement comme si la Terre et le monde étaient indépendants l'un de l'autre, et donc comme si les sciences naturelles n'avaient rien à voir avec les sciences humaines et sociales, et vice-versa. Je crois que c'est un enjeu aussi dans les établissements d'enseignement, de connaissances, de formation, de voir comment nous allons pouvoir traiter ces enjeux et combien nous allons devoir traiter aussi à la fois les dimensions physiques, naturelles du problème et leurs dimensions sociales. Pour régler le problème du changement climatique, nous allons avoir besoin à la fois de comprendre le cycle du carbone, mais également de maîtriser des aspects liés au marché du carbone, aux quotas ou à la taxe carbone. Et de la même manière, si on veut mettre en place un prix du carbone efficace ou des instruments de fiscalité environnementale efficace, nous aurons besoin de comprendre le cycle chimique du carbone. Je voudrais donc commencer par un bref état des lieux, puisque depuis maintenant une dizaine d'années, les manifestations du changement climatique sont devenues tangibles. Pendant très longtemps, y compris au moment où paraissait cette publicité en 1962, le changement climatique était encore volontiers considéré comme un phénomène relativement lointain, relativement abstrait, qui n'avait pas encore de manifestations concrètes et tangibles sur Terre. L'année 2014 fut l'année la plus chaude jamais enregistrée sur Terre depuis l'invention du thermomètre, et ce record a été battu en 2015. Battu à nouveau en 2016. Quasiment égalé en 2017. 2018 fut l'année la plus chaude jamais enregistrée en France. Puis 2019 est devenue la seconde année la plus chaude dans le monde, mais a immédiatement été détrônée en 2020, à égalité avec 2016. Puis est arrivé 2021, qui s'est également classé dans le top 5. Puis 2022 a pulvérisé le record de l'année la plus chaude en France. Et puis est arrivé enfin 2023, le record des records, Bob Beamon à Mexico en 68, le record qui efface tous les autres des tablettes. Sans doute jusqu'à 2024. Et alors que tous ces records de température ne font finalement que suivre les projections qui avaient été établies dans les rapports du GIEC, c'est comme si nous étions chaque fois pris de surprise et d'effroi lorsqu'un nouveau record de température était battu. Chaque fois qu'un nouveau record de température est battu, nous avons droit à des plateaux radio ou télévisés, à des titres de presse et surtout à d'innombrables posts sur les réseaux sociaux qui alertent sur ce nouveau record et sur la gravité du problème. Et je crois que le fait que nous soyons pris de stupeur à chaque nouveau record de température, au fond traduit que nous n'avons pas encore pleinement intégré la dimension structurelle du changement climatique. Cette dimension structurelle, on la voit très bien sur le graphe que vous voyez à l'écran, où chaque ligne horizontale représente une latitude différente à la surface du globe, de Moscou en haut jusqu'à Alice Springs en Australie en bas. Et les lignes verticales, quant à elles, représentent chacune une année donnée, depuis la fin du 19e siècle jusqu'au début du 21e siècle. Et les années
sont colorés en bleu ou en rouge selon que la température y était inférieure ou supérieure à la moyenne. Et comme vous le voyez très bien, tout au long du XXe siècle, il y a une alternance d'années rouges et d'années bleues, d'années plus chaudes et d'années plus froides. Mais cette alternance, elle cesse au tournant des années 2000, c'est-à-dire au moment où les années deviennent de plus en plus chaudes. Et à partir du début du XXIe siècle, effectivement, nous commençons à voir concrètement les manifestations des impacts du changement climatique, et l'impact le plus immédiat, évidemment, c'est celui de la hausse des températures, qui se produit désormais de manière continue à toutes les latitudes de la planète. Et je crois, hélas, que nous n'avons pas encore pleinement pris la mesure du fait que ce phénomène était irréversible à l'échelle de nos vies. En tout cas, pour ceux dans l'Assemblée qui sont nés au XXe siècle, ceux-là, celles-là, ne verront sans doute pas les températures baisser avant leur mort. Pour celles et ceux qui ont eu la chance de naître au XXIe siècle, si tout va bien, pour ceux-là et celles-là, il est vraisemblable que vers la fin de votre vie, vous commenciez à assister à un déclin des températures et que vous puissiez donc mourir tranquille en vous disant « nous avons vaincu le changement climatique ». C'est quelque chose qui, effectivement, à l'échelle d'une vie, est difficile à appréhender, le fait que nous sommes d'une certaine manière condamnés à assister année après année, mois après mois, semaine après semaine, à des records continus de température. Nous avons encore parfois la naïveté, peut-être pour nous rassurer, de parler de crise climatique. Et ce terme de crise a au fond quelque chose d'assez rassurant et réconfortant. Parce qu'on se dit, si c'est une crise, c'est que ça va passer. Une crise par nature, c'est une période évidemment difficile, mais temporaire, avant un retour à la normale. Vous vous souviendrez peut-être qu'au début de la crise du Covid, il y avait beaucoup de voix sur les réseaux sociaux ou dans la presse qui s'inquiétaient, s'étonnaient, s'émouvaient de voir que face au Covid, nous étions capables de prendre des mesures absolument radicales et contraignantes, quel qu'en soit le coût, mais qu'à l'évidence, on ne semblait pas prêt à prendre le même type de mesures face au changement climatique. Et souvent, ces tribunes dans la presse ou ces posts sur les réseaux sociaux concluaient en se lamentant qu'à l'évidence, on ne prenait pas le changement climatique suffisamment au sérieux, qu'on ne se rendait pas compte de l'urgence à agir ou de la gravité du problème. Je crois surtout en réalité qu'on ne se rendait pas bien compte que nous étions face à deux problèmes de nature radicalement différente. Parce que si nous étions prêts à accepter, bon gré mal gré, les mesures de lutte contre le Covid, eh bien c'est parce que nous savions qu'il s'agissait de mesures temporaires et que ces mesures temporaires étaient évidemment la condition d'un retour à une vie normale. Si on avait dit aux gens qu'ils allaient rester confinés pendant 25 ans et porter un masque jusqu'à la fin de leur vie, je ne suis pas certain que les mesures auraient été bien acceptées par la population. Et si le gouvernement renonce à imposer un 4e confinement alors que la situation sanitaire aurait dû le commander, c'est évidemment parce que le gouvernement sait très bien qu'un 4e confinement ne serait pas du tout accepté par la population. C'est là, je crois, que nous devons réaliser qu'avec le changement climatique, nous ne faisons pas face à une crise temporaire que nous allons pouvoir résoudre par des mesures d'urgence ou par un état d'urgence climatique, mais nous faisons face à une transformation profonde et durable des conditions de vie sur Terre.
Et donc nous allons devoir y répondre par des transformations profondes et durables dans la manière dont la société est organisée, dans la manière dont l'économie est organisée, mais aussi dans la manière dont les connaissances sont produites et enseignées. Et c'est là, naturellement, que l'urgence climatique est aussi une forme d'urgence démocratique, parce que nous allons devoir tenir ces mesures dans le temps long. Nous allons devoir engager non pas des mesures d'urgence temporaires, mais des mesures transformatrices de long terme. Et que pour que nous puissions les tenir sur le long terme, il faut évidemment que nous puissions choisir ces mesures. Et cette question du choix me paraît très importante, et c'est pour ça qu'il est fondamental que des assemblées comme la vôtre soient réunies, que vous puissiez en débattre, en discuter, et pour que vous puissiez à la fin choisir. Cette question du choix est fondamentale. Cette question du choix démocratique est fondamentale parce que c'est la garantie que nous puissions tenir dans le long terme ces mesures de transformation. Et plus nous allons parvenir à rassembler un large consensus social autour de cette transformation, plus nous allons être capables de tenir ces mesures dans la durée. C'est pour ça, évidemment, que les atermoiements et hésitations actuelles au sein de l'Union européenne autour du pacte vert sont tellement dommageables, à la fois pour les reculs eux-mêmes qu'ils impliquent, notamment sur les pesticides ou sur les jachères, mais aussi pour le signal que cela envoie à tout le monde, et notamment aux industries et aux marchés. Ce sont des signaux d'hésitation, d'atermoiement, alors que nous avons au contraire besoin de signaux très clairs et décisifs qui nous engagent profondément. Certes, comme je vous l'ai dit, nous ne verrons pas les températures baisser, en tout cas pas avant 2050 au mieux. Mais par contre, nous avons encore la possibilité de choisir quel sera le niveau de hausse des températures que nous connaîtrons au cours de notre existence. En d'autres termes, nous savons aussi que les années 2024, 25, 26 et suivantes seront également des années rouges, mais nous avons encore aujourd'hui la possibilité de choisir si ce seront plutôt des années rose pâle, rouge vif, écarlate, carmin, grenat, bordeaux, vermillon, cramoisi. Google vous fournira d'autres synonymes. C'est nous qui allons choisir si le niveau de hausse de température que nous connaîtrons au cours de nos vies sera plutôt autour de 2 degrés, 3 degrés, 4 degrés, 5 degrés ou davantage. Et c'est là que tout va se jouer. C'est peut-être l'élément central du dernier rapport du GIEC, et aussi, bien évidemment, celui qui était le moins médiatisé, c'est le fait que nous disposons aujourd'hui de toutes les connaissances, de toutes les technologies et de toutes les ressources financières qui nous permettent d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Ce qui nous manque, c'est une question de volonté. Et c'est là, je crois, qu'il est important de comprendre que le changement climatique est un problème profondément graduel et non binaire. Souvent, on a l'impression que c'est un problème binaire, que ça va être blanc ou noir, pile ou face, parce qu'un grand nombre de messages qui nous sont adressés à ce sujet nous donnent effectivement l'impression que nous serions face à une bataille que nous allons remporter ou que nous allons perdre. Est-il encore temps d'agir ? Est-il déjà trop tard ? La COP28, la COP29 peuvent-elles encore sauver le climat ?
tous ces messages, effectivement, nous donnent l'impression que nous serions face à un problème binaire, alors que nous sommes en réalité face à un problème qui est profondément graduel, où chaque dixième de degré de hausse de la température va faire une énorme différence, ce qui veut dire que chaque tonne de gaz à effet de serre qui est envoyée ou pas dans l'atmosphère va également faire une énorme différence, ce qui veut dire aussi que chacune de nos actions, chacune de nos initiatives, chacune de nos décisions va faire une énorme différence. Et ça, c'est vraiment, je crois, un point dont il faut que vous soyez absolument conscients. Parce que si on pense qu'on est face à un problème binaire, d'une part, on va être à côté d'un plaque d'un point de vue scientifique, ce qui est toujours un peu gênant dans une école d'ingénieurs, mais surtout, on va avoir tendance à se démotiver, à se décourager, à considérer que ce qu'on peut faire à notre niveau n'a finalement pas beaucoup d'importance au regard de l'énormité du problème au niveau mondial. On va se dire, à quoi est-ce que ça sert que la France agisse si la France ne représente que X% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, et si la Chine fait ceci ou si l'Inde fait cela. Souvent d'ailleurs en méconnaissant complètement ce que font la Chine ou l'Inde. On va se dire, à quoi ça sert que l'INSA agisse si les autres écoles d'ingénieurs ne vont pas dans le bon sens, si nous sommes les seuls à le faire sur Lyon, à quoi est-ce que ça sert? Nous ne sommes finalement, au regard d'énormes universités qu'on a dans d'autres pays, nous ne sommes finalement qu'une petite université. C'est tout le contraire. Littéralement, chaque chose que vous allez entreprendre, chaque action que vous allez valider, chaque initiative que vous allez décider, chaque décision que vous allez acter à l'issue de cette assemblée va avoir une énorme importance. Et souvent, je crois, une importance beaucoup plus grande que vous ne pourriez l'imaginer. Je vous donne juste un exemple de l'impact gigantesque que peut avoir une petite initiative. Il ne vous a pas échappé, à Lyon, comme à Paris, comme dans la quasi-totalité des grandes villes, que la mobilité urbaine se transformait. Et en particulier qu'il y avait de plus en plus de vélos, de plus en plus de gens qui faisaient du vélo, et donc de plus en plus de pistes cyclables, et donc de plus en plus de frictions avec les automobilistes. À Paris, vous aurez peut-être même vu le mois dernier ce chiffre qui personnellement m'a stupéfié, il y a désormais à Paris davantage de cyclistes que d'automobilistes. Et cette transformation, on la voit non seulement en France, mais un peu partout à l'étranger. Elle doit beaucoup à une petite initiative qu'a prise la petite ville de La Rochelle dans les années 70. Dans les années 70, la municipalité de La Rochelle, qui, sans insulte aux Rochelais, n'est quand même pas une mégapole au regard du monde, dans les années 70, la mairie de La Rochelle et son maire, Michel Crépeau, ont l'idée de mettre en place un système de vélos en libre service à disposition des Rochelais. Et à l'époque, personne ne veut miser un centime sur l'initiative. On pense que les gens ne feront jamais du vélo, que les vélos seront volés ou vandalisés. On pense que ça ne marchera jamais. On est dans les années 70 et donc les rares cyclistes, honnêtement, ce sont les coureurs du Tour de France. Mais la mairie s'accroche, va mettre en place le système de vélo en libre-service qui va être un énorme succès. Un tel succès qu'il va être copié quelques années plus tard par la ville de Rennes, qu'il sera ensuite copié par la ville de Lyon, et puis finalement copié par la ville de Paris, qui va trouver un modèle économique au système et qui va lancer les Vélib. Les Vélib vont être un énorme succès, et tout le monde à Paris
va se mettre à faire du vélo et à essayer les Vélib. Tout le monde à Paris, ça veut dire les Parisiens, mais aussi les touristes. Et comme Paris est la première destination touristique mondiale, ce sont bientôt des milliers, sinon des millions de touristes qui vont essayer les Vélib et qui, de retour chez eux, vont se dire « je veux la même chose dans ma ville ». Et en l'espace de quelques années, toutes les grandes villes du monde, et puis même les villes de taille moyenne, vont s'équiper d'un système en tout point comparable à celui des Vélib. Et c'est comme ça qu'un peu partout, les gens vont se mettre à faire du vélo et que la mobilité urbaine se transforme. Si on avait dit au conseil municipal de La Rochelle dans les années 70 que leur idée de vélo en libre service allait transformer la mobilité urbaine un peu partout à l'échelle du monde, à part le maire Michel Crépeau qui y croyait dur comme fer, je ne suis pas sûr que beaucoup y auraient cru. Et pourtant, c'est ce qui est arrivé. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est que chacune des choses que vous déciderez demain, ici à l'INSA, potentiellement, ne s'appliquera pas uniquement à l'INSA. Pour peu que vous le fassiez connaître, pour peu que vous en inspiriez d'autres, ce seront demain d'autres écoles d'ingénieurs en France qui potentiellement introduiront les mêmes mesures. Potentiellement, on aura la même mesure demain à Polytechnique ou dans d'autres écoles d'ingénieurs. Et puis potentiellement, ce sont en Europe et à l'étranger d'autres écoles d'ingénieurs et puis d'autres universités qui appliqueront ce même type de mesures. Et ce que vous aurez un jour décidé dans le cadre de cette assemblée ici, peut-être que vous le regarderez 10 ans plus tard en vous disant « si j'avais su que cette idée que nous avons eue, que cette décision que nous avons prise allait complètement transformer la vie des campus universitaires, la manière dont nous produisons les connaissances, dont nous les enseignons, allait complètement transformer nos modes de travail, peut-être qu'on n'y aurait pas cru. » Mais c'est là, je crois, où il faut toujours se souvenir que nous sommes face à un problème graduel, et donc, chaque initiative que nous prendrons, chaque décision que nous acterons, chaque geste que nous allons poser va avoir une énorme importance, et c'est littéralement tout ce que nous allons faire et décider au cours des 10 prochaines années qui va déterminer si la hausse de température que nous connaîtrons au cours de notre vie va être plutôt autour de 2, 3, 4 ou 5 degrés. Et c'est là, littéralement, que tout va se jouer. Mais nous sommes non seulement face à un problème graduel, mais nous sommes aussi face à un problème cumulatif. Vous le savez, ce qui détermine la hausse des températures au niveau mondial, c'est la hausse des concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et ce qui fait que le niveau de concentration monte continuellement, c'est aussi parce que les gaz à effet de serre s'accumulent dans l'atmosphère. Et si ces gaz à effet de serre s'accumulent dans l'atmosphère, c'est parce que tous, à l'exception du méthane, ont une durée de vie très longue dans l'atmosphère. Le dioxyde de carbone, par exemple, qui est le gaz à effet de serre que nous émettons dans les plus grandes quantités, a une durée de vie qui est comprise entre 100 et 4500 ans dans l'atmosphère. Ce qui veut dire naturellement que l'essentiel du dioxyde de carbone qui se trouve à 20 km au-dessus de nos têtes a été produit au cours du siècle dernier, voire même au cours du XIXe siècle. Et c'est évidemment cela qui provoque certaines tensions intergénérationnelles, puisque les jeunes réalisent aujourd'hui que les impacts du changement climatique qu'ils connaîtront de leur vivant ne sont pas liés à leurs propres émissions de gaz à effet de serre, mais aux émissions produites par leurs parents et grands-parents. Ce caractère cumulatif des émissions crée évidemment un énorme enjeu intergénérationnel. La génération qui a causé l'essentiel du problème n'est pas celle qui devra le résoudre, et la génération qui va résoudre le problème n'est pas celle qui bénéficiera
des résultats de la résolution. Nous avons donc un formidable défi intergénérationnel à résoudre. On peut le voir comme une formidable occasion de solidarité entre générations, mais pratiquement, soyons clairs, c'est aussi un défi, et nulle autre institution que l'école, l'université, n'est sans doute mieux placée pour répondre à ce défi intergénérationnel. La courbe que vous voyez derrière moi montre l'évolution des concentrations de dioxyde de carbone dans l'atmosphère depuis le XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Et vous voyez qu'historiquement, ce niveau de concentration était remarquablement stable, autour de 280 parties par million. Puis il a commencé à augmenter un peu à la révolution industrielle. Quand je suis né en 1980, il était déjà à 337 parties par million. Nous sommes aujourd'hui autour de 420 parties par million. Et tant que nous envoyons des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, évidemment, ce niveau de concentration continue à augmenter. Nous ne pouvons espérer le stabiliser et donc stabiliser les températures qu'à partir du moment où nous atteindrons la neutralité carbone, c'est-à-dire zéro émission nette, c'est-à-dire ce moment où nous serons capables d'aller rechercher dans l'atmosphère autant de gaz à effet de serre que nous n'y envoyons. Et pour l'heure, nos moyens d'aller rechercher des gaz à effet de serre dans l'atmosphère sont relativement limités. Nous comptons surtout sur les arbres et sur les océans. Ce point de neutralité carbone, nous l'atteindrons au plus tard en 2050 si nous respectons les engagements pris par les différents gouvernements à la COP28 de Dubaï en novembre dernier. Et il est évidemment très important que nous nous soyons mis d'accord sur cette date, mais ça veut dire aussi qu'au cours des 26 prochaines années, de 2024 à 2050, nous allons avoir une élévation continue des concentrations de gaz à effet de serre et donc aussi une augmentation continue des températures. Et donc, je crois que nous devons être conscients du fait que nous allons au-devant d'un énorme problème pédagogique. Il va falloir expliquer aux gens, oui, je suis parfaitement conscient du temps, il va falloir expliquer aux gens que, alors que nous baissons nos émissions de gaz à effet de serre, les températures continuent à monter. Autant vous dire que ça va être compliqué. Que nous aurons beau montrer tous les tableurs Excel du monde, toutes les graphes, toutes les courbes, nous aurons beau dire la situation s'améliore et nous sommes sur la bonne voie pour atteindre la neutralité carbone en 2050, tant que les températures ne baisseront pas, ça va être compliqué à expliquer. Parce que souvent, pour transformer le cours de nos actions, nous avons besoin, évidemment, de pouvoir voir, toucher du doigt les conséquences concrètes de nos actions. Ceux d'entre vous qui sont enseignants, j'imagine, au moment de faire passer un examen à vos étudiants, vous leur répétez qu'il n'est pas dans leur intérêt de long terme de tricher, que s'ils trichent, ce sont des pans entiers de la matière qu'ils n'apprendront pas, ce qui va les handicaper plus tard dans leur carrière professionnelle, ce qui risque de leur porter préjudice dans le futur. Vous leur dites tout ça avant l'examen, mais je sais aussi que vous faites surveiller l'examen. Parce que les étudiants ont beau savoir que ce n'est pas dans leur intérêt de long terme, s'ils n'ont pas la possibilité de faire l'expérience concrète, immédiate des conséquences d'une tricherie, certains d'entre eux, hélas, malgré tout ce qu'on leur a dit, risquent quand même d'être tentés de tricher. Et donc, le problème, si nous ne voyons pas les températures baisser immédiatement, le problème lié à ce décalage dans le temps entre nos actions et les conséquences concrètes de nos actions, c'est que beaucoup de gens vont se dire « à quoi bon ?»
À quoi ça sert? Pourquoi on fait ça? Imaginez que, comme moi, vous cherchez à perdre un peu de poids, que vous vous astreigniez à un régime drastique, que vous arrêtiez toute consommation d'alcool, que vous arrêtiez tous les desserts, que vous vous mettiez à courir 10 km tous les matins, et pourtant que chaque soir, au moment de monter sur la balance, vous constatiez que vous ayez encore pris du poids. Vous risquez sincèrement de ne pas tenir longtemps à ce régime. Et c'est pourtant malheureusement ce qui nous attend. Parce que non seulement nous avons un décalage dans le temps, mais nous avons aussi, évidemment, un décalage dans l'espace. Nous savons que les émissions, évidemment, ne dépendent pas uniquement de nous, mais aussi des autres. Nous savons que les impacts du changement climatique auxquels nous serons confrontés à Lyon, en France, en Europe, ne dépendent pas uniquement de nous, mais dépendent aussi des décisions qui sont prises en ce moment même en matière de politique climatique et énergétique au Caire, à Jakarta, à Lagos, à Mexico ou évidemment à Delhi. De la même manière, nos décisions à Lyon, à Paris ou à Bruxelles transforment le climat du Soudan, de l'Afghanistan ou du Bangladesh. Les personnes qui seront sans doute les plus affectées par les résultats des élections européennes du 9 juin prochain, ce sont sans doute les Soudanais, les Afghans ou les Bangladais. Ils seront affectés beaucoup plus que nous-mêmes, sans doute, par les résultats de ces élections. Et pourtant, ni les Soudanais, ni les Afghans, ni les Bangladais ne déposeront un bulletin de vote dans l'urne le 9 juin prochain. Nous sommes tous extraordinairement reliés les uns aux autres par la physique du climat. Jamais sans doute dans l'histoire récente de l'humanité n'avons-nous été à ce point dépendants les uns des autres, comme rassemblés, réunis dans une communauté de destin. Et là encore, on peut le voir politiquement comme un grand appel au cosmopolitisme et à une gouvernance mondiale des grands enjeux auxquels nous devons faire face ensemble, mais c'est aussi une difficulté pratique dans notre action au quotidien parce que nous sommes face à un décalage dans le temps et dans l'espace. On le voit bien sur ce graphe qui est exactement le même que le précédent, mais à une autre échelle de temps, à une échelle de temps géologique. Vous distinguez très clairement l'Holocène, 12 000 années caractérisées par une grande stabilité des concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et vous n'aurez pas besoin d'un doctorat en paléoclimatologie pour réaliser qu'à l'évidence, à l'époque contemporaine, il y a une rupture fondamentale qui se produit dans les grands équilibres de la planète, et dans ce cas-ci, pour le changement climatique, j'aurais pu vous montrer des graphes semblables pour ce qui concerne d'autres limites planétaires en matière de biodiversité, de pollution, etc. Mais je veux consacrer les 7 minutes et 43 secondes qui me restent à vous dire un mot des impacts géopolitiques de ce changement climatique. Comment ce ne sont pas seulement les écosystèmes qui sont concernés, mais tous les enjeux économiques, politiques et sociaux auxquels nous devons faire face au XXIe siècle. C'est d'abord évidemment un enjeu de sécurité qui est de plus en plus reconnu, et certainement depuis qu'Al Gore et le GIEC ont obtenu le prix Nobel de la paix en 2007. Et de plus en plus, dans les communautés de sécurité et de défense, on réalise que le changement climatique est un profond facteur d'instabilité et de conflictualité. On le voit notamment parce que, historiquement, nous sommes capables d'établir des corrélations fortes entre des variations de température ou de précipitation et des épisodes de violence. Vous voyez par exemple sur le graphe à l'écran que même de faibles variations de température en Afrique subsaharienne se traduisent par une plus forte occurrence de guerre civile.
Qu'est-ce qui explique cette plus forte occurrence de guerre civile lorsqu'il y a des variations de température? Simplement le fait qu'en Afrique subsaharienne, la moitié de la population, et même 70% dans le Sahel, dépend de l'agriculture de subsistance comme première source de revenus. L'agriculture de subsistance, c'est un type d'agriculture qui est extraordinairement vulnérable à toute variation de la température ou de la pluviométrie. Et donc ça veut dire que dès qu'il y a des variations, même relativement faibles de température, c'est la moitié de la population qui perd sa première source de revenus. Et face à cela, évidemment, les populations concernées n'ont souvent que deux choix possibles. Une stratégie consiste à se mettre à la recherche de nouvelles terres. Et c'est comme ça que l'essentiel des conflits qui traversent le Sahel pour le moment, que ce soit au Mali, au Nigeria, au nord du Burkina Faso ou autour du lac Tchad, sont des tensions liées à l'usage du foncier, au partage des terres. Et comme ces tensions ont souvent lieu dans des zones qui échappent au contrôle de l'État central, c'est là évidemment que des groupes armés, liés pour les uns à Boko Haram, pour les autres à Wagner, vont proliférer et trouver une forme de légitimité auprès des populations locales parce qu'ils vont assurer des fonctions de police et de justice. Et c'est là, bien entendu, que nous assistons à une recrudescence du terrorisme, du djihadisme et de l'instabilité dans la région du Sahel, en raison de ces conflits et de ces tensions foncières. Comme le disent les militaires français de retour de l'opération Barkhane, si cette opération n'a pas réussi, c'est parce qu'on nous demandait de traiter les symptômes de l'instabilité et non pas les causes de l'instabilité. Tant que nous n'aurons pas mené au Sahel des opérations d'adaptation au changement climatique, des opérations d'irrigation, de restauration des sols, il y aura toujours ce risque d'instabilité. L'autre stratégie à la disposition des populations, c'est d'envoyer un ou plusieurs de leurs fils en ville, dans l'espoir qu'à la ville, ils puissent trouver un autre travail, une source de revenus alternative et complémentaire qui permettent de faire vivre la famille. Et c'est comme ça que les villes africaines sont aujourd'hui dépassées par l'afflux de migrants venus des campagnes. Et c'est là évidemment que les réseaux de passeurs et de trafiquants trouvent des proies faciles parce que ces jeunes hommes doivent évidemment fournir un revenu à leur famille. Et c'est ainsi qu'une partie significative des migrants, notamment venus d'Afrique de l'Ouest, en Afrique, en Europe, et que nous désignons sous le terme de migrants économiques, nous pourrions tout aussi bien les désigner sous le terme de migrants écologiques ou climatiques, simplement parce que lorsque vos revenus dépendent intrinsèquement des conditions environnementales, vous ne faites pas trop la différence entre ce qui est un facteur économique ou un facteur environnemental de migration. Pour d'autres pays, c'est même davantage encore qu'un enjeu de sécurité, c'est un enjeu de survie. Pour de tout petits États insulaires comme Tuvalu ou comme les Maldives, la hausse du niveau des mers liée au changement climatique présente un risque de submersion et donc potentiellement un risque de disparition non seulement du pays, mais aussi de leur État. Historiquement, nous avons toujours établi un lien très fort entre l'État et le territoire. Depuis le traité de paix de Westphalie en 1648, le territoire, c'est le fondement de l'État. Ce risque de submersion nous pose donc une question philosophique, politique fondamentale. Un pays qui perd son territoire, peut-il conserver sa qualité d'État dans le droit international, ou ses citoyens deviennent-ils apatrides? Vous avez 2 heures. C'est aussi, et j'en ai dit quelques mots, c'est aussi de plus en plus un enjeu de migration. Lorsqu'on parle des migrations climatiques,
on a volontiers tendance à imaginer un risque futur et lointain pour des populations exotiques, nous ne réalisons pas suffisamment que c'est déjà une réalité présente, que chaque année, ce sont des dizaines de millions de personnes qui sont déplacées à la suite de catastrophes climatiques, que désormais, c'est 1 Français sur 4, 26% des Français, qui pensent devoir déménager au cours des 10 prochaines années en raison des impacts du changement climatique, et que donc, pour un quart de la population de notre pays, c'est une situation dans laquelle on s'imagine soi-même. Et le nombre de personnes déplacées par des catastrophes climatiques chaque année dépasse de loin le nombre de personnes déplacées par des conflits ou par des violences. Littéralement, le changement climatique et la hausse du niveau des mers va redessiner nos cartes de géographie. On le voit ici, ça va parfois de façon beaucoup plus rapide qu'on l'imagine. Voilà une recherche que nous avons menée au Bénin, à Cotonou. Vous voyez le trait de côte tel qu'il était en 2002. Le voilà en 2004. Le voilà en 2011. Et finalement en 2013. En l'espace de 10 ans, voici le territoire qui était perdu et voici les quartiers qui ont été détruits par les autorités. Je crois qu'il faut absolument réaliser à quel point la question du changement climatique nous pose surtout la question de l'habitabilité de la planète. Ce qui est en jeu, ce n'est évidemment pas la planète elle-même, ni le climat lui-même, mais c'est notre capacité à habiter la planète. Où allons-nous pouvoir habiter? Dans quelles conditions? Et particulièrement pour les plus vulnérables? Voilà la question fondamentale qui nous est posée par le changement climatique. Et c'est aussi à nous d'y répondre. Merci beaucoup. Alors, maintenant, place à un peu d'interaction avec François avant qu'il ne nous quitte. Donc, je vais vous proposer de vous mettre par 4. Donc, 2 personnes devant qui parlent à leurs voisins juste derrière pour échanger sur 2 points. La première, c'est qu'est-ce qui vous a particulièrement touché, interpellé dans ce que François nous a livré dans ses propos. Et puis la deuxième chose, c'est ensemble, choisissez une question que vous souhaitez poser à François. Voilà, premier temps de partage. Laurence va nous afficher les mots. Je vois que intergénérationnel vient fort, d'autant plus si on combine celui qui est écrit avec une faute d'orthographe et celui qui est écrit correctement. Non, peut-être que effectivement la question du caractère graduel est aussi très très importante. Il y a indéniablement une certaine forme d'inertie aussi qui est liée à la manière dont on aborde le problème. Et puis il y a des petits mots qui sont plus petits, positifs, désirabilité, volonté. Ça, je crois que c'est des mots qui vont être très très importants au moment où vous allez discuter, débattre des solutions. Et mon sentiment, c'est que si les choses sont présentées comme une contrainte qui nous est imposée, on n'y arrivera pas, et qu'il faut absolument qu'on passe de l'acceptabilité à la désirabilité, d'une contrainte qu'on accepte un peu à reculons, avec des pieds de plomb, à quelque chose que l'on désire parce que c'est un projet qui nous rassemble. Merci François. Alors restez dans les mêmes binômes, dans les mêmes quadrinômes. Et maintenant, place à vos échanges pour nous adresser quelles questions vous souhaitez poser à François. On repart pour quelques minutes. On va ouvrir ce temps d'interaction. Laurence, tu peux afficher les questions.
Je vous laisse, François, prendre connaissance des questions, des likes. Je vous invite peut-être à venir là. Ou là. Oh, ben, je peux simplement les prendre dans l'ordre dans lequel elles sont présentées. Faut-il absolument prendre des décisions qui fassent consensus? Pas forcément, je crois. Mais la condition, c'est évidemment que chacun accepte la règle de la majorité. Mais je crois que plus une décision va rassembler autour d'elle un large consensus, plus cette décision sera facilement adoptée et plus elle va être transformatrice. Et c'est pour ça que moi, j'aurais tendance à vous recommander effectivement d'essayer de commencer par les décisions qui vont rassembler le plus large consensus possible, parce que l'enjeu, c'est aussi d'essayer de créer un effet d'entraînement. Et que donc, par rapport à des décisions ou à des mesures qui vont être potentiellement davantage divisives, qui vont rassembler uniquement de courtes majorités, je vous commencerai sincèrement de commencer par les décisions qui rassemblent le plus large consensus. Quand j'essaie de faire manger les légumes à mes enfants, je ne les fais pas commencer par les salsifis et les brocolis. Je commence par les carottes. Et je déplore un peu souvent que dans le débat en France sur ces sujets, parfois, le débat se focalise sur des questions symboliques qui vont être particulièrement clivantes pour la population. Et qu'à la place, je crois qu'on gagnerait beaucoup et qu'on avancerait beaucoup plus rapidement si on pouvait commencer par des mesures qui jouissent d'un large consensus politique. Je pense par exemple à la rénovation thermique des logements ou à la rénovation des bâtiments scolaires. Et je déplore que parfois, le débat se concentre sur les jets privés plutôt que sur la rénovation thermique des bâtiments scolaires dans les quartiers défavorisés, parce qu'on voit bien l'enjeu du débat symbolique, c'est d'arriver à des clivages et donc de créer une sorte de polémique un peu idéologique, tandis qu'à l'inverse, le problème c'est que, certes, vous allez conforter un peu les vôtres, mais vous allez perdre les autres. Tandis que si vous commencez avec des mesures qui rassemblent un large consensus, vous avez une capacité d'entraînement beaucoup plus forte, capacité d'entraînement qui vous permettra, je crois, par la suite, de prendre des mesures qui potentiellement pourront être plus controversées, pourront rassembler une moins large majorité, mais la condition, c'est quand même de s'appuyer, je crois, sur un socle de consensus le plus important possible. Est-ce qu'un modèle économique basé sur la croissance est compatible avec la transition écologique? Qu'en pensent les étudiants d'HEC? Alors, je n'ai pas la prétention de parler au nom des étudiants d'HEC, comme dans tous les établissements, on a des étudiants qui ont des vues très, très variées, très, très diversifiées sur le sujet. On a des étudiants qui s'engagent chez Extinction Rébellion et qui vont vénérer Timothée Parrique chaque soir. Et on a d'autres étudiants qui se rêvent en loup de Wall Street et qui ont un affiche de Leonardo DiCaprio dans leur chambre. On a tout type d'étudiants et sincèrement, le corps étudiant est extraordinairement diversifié. J'imagine que c'est la même chose chez vous. On me pose souvent la question, effectivement, de la compatibilité d'un modèle qui reste malgré tout fondé sur la croissance économique avec la question de la transition. Et je crois que souvent, le débat est mal posé parce qu'il est posé un peu de façon binaire, où on a une sorte d'opposition en deux camps. Un camp qui va revendiquer la décroissance économique et qui va considérer que tous ceux qui veulent décarboner dans le système capitaliste sont des suppôts du grand capital inféodés aux grandes entreprises du CAC 40. Et à l'inverse, l'autre camp, qui va se mobiliser pour essayer de décarboner l'économie dans le système actuel, va volontiers considérer que les tenants de la décroissance sont des gens dangereux qui veulent nous ramener en arrière à l'âge des cavernes et de l'éclairage à la bougie. Je pense que la vraie question aujourd'hui sur la croissance, c'est celle du type de croissance que nous voulons. Et il me semble que nous avons, pendant très longtemps, en tout cas pendant tout le XXe siècle, été un peu obnubilés par des objectifs de croissance quantitative. C'était le PIB pour les États, c'était le chiffre d'affaires ou le bénéfice ou les parts de marché pour les entreprises.
il me semble qu'aujourd'hui, de plus en plus, la vraie question qu'il faut se poser, notamment eu égard aux limites planétaires, c'est la question de la croissance qualitative. En d'autres termes, comment peut-on faire mieux plutôt que plus? Et pour aller dans ce sens, je crois qu'il nous faut absolument nous doter de nouveaux indicateurs. Jusqu'ici, on a mesuré la performance d'une économie, d'une entreprise uniquement à l'aune d'indicateurs quantitatifs. Je crois qu'il faut désormais passer à des indicateurs qualitatifs. C'est pour ça que je considère qu'une directive comme la récente directive européenne sur la responsabilité sociale des entreprises, la CSRD, est une directive très très importante parce qu'elle demande, enfin elle fait plus que demander, elle impose aux entreprises de tenir non seulement une comptabilité financière, mais également une comptabilité de leurs impacts environnementaux et sociaux. Et ça veut dire que demain, nous allons juger de la performance d'entreprise non seulement à l'aune de leurs résultats financiers, mais également à l'aune de leur impact social et environnemental. Est-ce que, dans certains cas, le fait d'avoir du plus permet aussi d'avoir du mieux? Indéniablement. Pour les ménages les plus pauvres, pour les pays du Sud, une augmentation de leurs revenus, de leur PIB, permet aussi une meilleure. Dans d'autres cas, est-ce que du plus permet d'avoir du mieux? Pas nécessairement, voire même parfois le plus va dégrader nos conditions de vie, a fortiori s'il implique un dépassement des limites planétaires. Un exemple que je donne souvent, c'est l'exemple du type qui se rend en voiture pour suivre un traitement de chimiothérapie à l'hôpital, qui sur le chemin reçoit un coup de fil de son avocat parce qu'il est au milieu d'un divorce compliqué, et le coup de fil détourne son attention et il va emboutir un arbre avec sa voiture. Le type est blessé, doit être transporté en ambulance à l'hôpital, la voiture est amochée, il faut la remplacer, il faut réparer la route. Ce jour-là, ce type est un champion du PIB. Il va faire gagner des points de croissance considérables par les frais médicaux, les frais légaux, les frais de construction, de remplacement du véhicule qu'il va entraîner. Pour autant, je ne souhaite à personne ni de traverser un divorce compliqué, un divorce tout court d'ailleurs, ni de développer un cancer, ni de faire un accident de voiture. Pourtant, cette combinaison d'éléments a fait que ce jour-là, le type a fait gagner des points au PIB. C'est là, je crois, où il faut pouvoir vraiment mettre en cause, je crois, les indicateurs de croissance que nous avons aujourd'hui. Et je pense que c'est aussi une façon de sortir par le haut d'un débat qui, je trouve, est pour le moment un peu stérile entre décroissance versus croissance verte. La réalité, me semble-t-il, c'est que c'est un débat qui est intéressant à tenir intellectuellement, qui pourrait être fécond si nous discutions d'un problème abstrait qui se matérialiserait dans une centaine d'années. Mais j'ai tendance à adopter l'approche la plus pragmatique possible et à considérer que ce que nous allons faire au cours des 10 prochaines années va déterminer le niveau de température auquel nous serons confrontés et que donc nous allons devoir faire dès à présent tout ce qui est en notre possible pour essayer de décarboner l'économie au maximum et de faire baisser les émissions. Et donc j'aurais tendance à essayer de rechercher la solution la plus pragmatique possible et à considérer qu'effectivement le meilleur moyen, je crois, de faire évoluer notre modèle économique, c'est le doter d'indicateurs qualitatifs. C'est ce qu'on commence un peu malgré tout à faire et je pense que c'est le meilleur moyen de le faire évoluer dans un système d'organisation qui devienne compatible avec les limites planétaires. Autre question, comment concilier urgence, pédagogie et démocratie? C'est un très grand dilemme, parce qu'à la fois, vous posez beaucoup de questions un peu métaphysiques, parce qu'à la fois, l'ampleur du changement est telle que nous voudrions idéalement avoir beaucoup de temps devant nous pour essayer de réfléchir à ces changements, pour essayer de ne pas nous tromper, pour essayer de rassembler le consensus le plus large possible autour de ça. Mais d'un autre côté, nous sommes également pris par l'urgence et donc nous devons aussi décider et agir très vite. Et donc il faut parvenir à combiner ces deux éléments, le fait que les changements, pour être efficaces, prennent du temps, nécessitent un long temps de mise en place, de recherche de consensus, etc., mais qu'on a aussi besoin d'agir très vite.
Et donc il faut, je crois, agir sur les deux tableaux. Je pense qu'il faut à la fois des actions pragmatiques et immédiates qui permettent de réduire les émissions. Et j'aime à croire que ces actions prises immédiatement peuvent participer à la construction d'un consensus sur des changements plus profonds qui, effectivement, vont transformer à terme nos modèles économiques et nos démocraties. Alors, la question du modèle économique, j'y ai déjà répondu un peu à la question précédente. Comment convaincre d'agir à long terme sans impact mesurable à court terme? Ça, je crois que c'est une question fondamentale. Et je crois que pour convaincre d'agir à court terme, il faut absolument insister sur les bénéfices de court terme. En d'autres termes, sur les intérêts que nous avons à agir immédiatement. Et je crois qu'on touche ici vraiment au cœur du problème de la transition. C'est que lorsqu'on regarde les sondages d'opinion aujourd'hui, 7 Français sur 10 disent ressentir déjà les impacts du changement climatique dans leur vie quotidienne. 85% des Français se disent préoccupés, voire très préoccupés par le changement climatique. Mais pour autant, ce n'est pas parce qu'on est très préoccupé par un sujet qu'on va forcément agir sur ce sujet. Et je pense qu'on fait trop souvent le raccourci, et c'est, je pense, hélas, un péché de naïveté que nous, chercheurs, avons souvent commis, c'est-à-dire d'imaginer qu'il suffisait de mettre les gens face au graphe et de leur exposer la gravité et l'urgence de la situation pour que ça déclenche l'action. Or, ça ne suffit pas. A fortiori aujourd'hui, où je pense qu'il y a quand même une conscience assez largement partagée de la nécessité d'agir et d'agir rapidement. Et le problème auquel nous faisons face, c'est que si on agit pour le climat, on a aussi l'impression de devoir sacrifier certains de ses intérêts très proches et immédiats à court terme. Et on a l'impression d'agir en fait pour les autres, pour les générations futures, pour les pays du Sud, et de devoir sacrifier un peu de ses propres intérêts à soi. Et c'est là, je pense, la clé de l'équation à trouver. Et c'est pour ça que je crois qu'on commet une erreur fondamentale dans la manière dont on va communiquer sur ce sujet aux gens, parce qu'on va toujours insister sur les risques qui sont associés à l'inaction. On va dire aux gens, si on n'agit pas, voilà toutes les catastrophes qui vont arriver, voilà les 7 plaies d'Égypte qui vont arriver sur la France. Sauf que les gens savent très bien qu'il n'y a pas de corrélation immédiate entre ce qu'ils vont faire eux, personnellement, et les impacts du changement climatique qu'ils vont subir eux, personnellement. Parce qu'il y a ce décalage dans le temps et dans l'espace dont j'ai parlé pendant l'exposé. Et donc je crois que nous gagnerions beaucoup, non plus à insister sur les risques associés à l'inaction, mais au contraire sur les bénéfices qui sont associés à l'action. Il y a dire aux gens, voilà, si nous agissons, ça veut dire de meilleurs transports, ça veut dire une meilleure alimentation, ça veut dire des logements plus confortables, ça veut dire des loisirs plus satisfaisants, ça veut dire un meilleur enseignement et des étudiants mieux formés. Et je crois qu'il faut insister absolument sur ces bénéfices que nous allons pouvoir saisir à court terme pour nous-mêmes, si on veut pouvoir y arriver. Sinon, nous allons toujours avoir cette tension entre une cause qui nous tracasse et qui nous travaille, et les intérêts qui nous guident. Et même si on voudrait tous être plus vertueux que nous le sommes et imaginer que nous sommes guidés avant tout par de grandes causes, de nobles principes, la réalité, c'est que nous sommes souvent guidés par nos intérêts immédiats. Et donc tout l'enjeu, je crois, c'est de parvenir à réconcilier la cause du changement climatique, de la transition, avec nos intérêts proches et immédiats. Pourquoi avoir fait le choix de se focaliser sur le changement climatique plutôt que sur d'autres limites comme la biodiversité tout aussi importante? Parce que j'y connais rien en biodiversité. C'est aussi simple que ça. Et donc, bien entendu, j'aurais pu parler de la biodiversité, j'aurais pu parler du cycle de l'azote, du phosphate, j'aurais pu parler des pollutions de l'air, de l'eau, etc. Mais voilà, il se trouve que je suis chercheur en gouvernance du climat, donc j'ai parlé du sujet que je connais. Mais ça n'enlève rien, évidemment, de l'importance des autres sujets, ni de l'importance des autres limites planétaires, et singulièrement celle de la biodiversité, avec parfois une difficulté à laquelle nous allons faire face,
c'est qu'on s'imagine parfois naïvement que tout ce qui est bon pour le climat est bon aussi pour la biodiversité, que nous sommes dans une sorte de grand système où si on agit dans un sens, ça bénéficie aussi aux autres lignes planétaires, alors que parfois il y aura des vraies tensions et des vrais conflits. Toute une série de projets qui sont bons pour le climat, pour la transition, ne le sont pas forcément pour la biodiversité. Toute une série de projets d'infrastructures, notamment d'infrastructures ferroviaires, sont évidemment favorables à la décarbonation des transports, mais ont un gros impact en matière de biodiversité. L'énergie hydroélectrique est une énergie renouvelable assez idéale, puisque vous pouvez la stocker, vous pouvez la piloter, mais par contre le problème c'est que les barrages sont une catastrophe pour la biodiversité. Et donc, sur plein de sujets, on va devoir arbitrer entre le climat et la biodiversité. Est-ce qu'on va soutenir un projet favorable au climat, quitte à ce qu'il y ait un impact sur la biodiversité, ou est-ce qu'on va considérer que l'impact sur la biodiversité est trop nuisible par rapport aux bénéfices attendus pour le climat? Ça va être des arbitrages politiques assez délicats, et je crois qu'il ne faut pas être naïf par rapport à cela. François, peut-être une dernière question. Alors, je continue à prendre. Quels médias, quelle éducation pour faire accepter et évoluer vers la transition écologique? Comment faire rester l'urgence au premier plan médiatique et politique à l'échelle internationale? Je crois que c'est pas... La difficulté dans le traitement médiatique, je crois que c'est de devoir traiter à la fois l'urgence et la permanence du problème. C'est-à-dire l'urgence à agir, mais le fait que nous allons devoir gouverner le changement climatique dans le long terme et que donc nous n'allons pas pouvoir nous en débarrasser dans un claquement de doigts. Et je crois que médiatiquement encore, on a trop souvent tendance à confiner la question du changement climatique dans les pages planète ou sciences et techniques, alors que ça devrait être traité par les services politiques, économiques, voire culturels des journaux et des médias. Vous avez cette association qui fait un chouette boulot qui s'appelle Quota Climat. Et cette association cherche à compter les minutes qui sont consacrées à la question du climat dans les médias ou les pages qui lui sont consacrées dans les journaux. J'ai envie de dire que je pense qu'on aura franchi un grand pas médiatiquement lorsqu'il ne sera plus possible de compter les minutes qu'on consacre à la question du climat ou les pages qu'on lui consacre dans les journaux, pas parce qu'on n'en parlerait plus, mais au contraire parce qu'on en parlerait sur tous les sujets, de la même manière que vous ne pouvez pas compter les minutes qu'on consacre à la politique ou à l'économie dans les journaux, parce que c'est vraiment un sujet qui va irriguer l'ensemble de l'information. Je pense qu'il faut parvenir à faire ce même saut qualitatif pour les questions climatiques ou plus globalement pour les questions environnementales. Voilà, je suis désolé de ne pas avoir le temps de répondre à toutes les questions. J'espère au moins avoir apporté un début de réponse à certaines. Merci beaucoup François et merci d'être passé nous voir.